j'ai l'immense plaisir d'appeler sur scène Monsieur Patrick Poincelet, président... Oui, alors président du métier des recycleurs de VHU au sein de Mobilian, je ne suis pas sûr d'avoir besoin de vous le dire, mais bon, et ainsi que monsieur Laurent Héraille, président de Surplus, là aussi je ne pense pas avoir besoin de vous le présenter. Merci beaucoup pour votre présence d'ailleurs, parce que je crois que vous aviez une journée chargée et un peu particulière hier. Oui, tout à fait, mais on est là aujourd'hui, voilà. Hier c'était un jour, aujourd'hui ça en est un autre. Alors pour ceux qui n'ont pas tous les réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'est passé hier? On a eu la chance et l'honneur, je ne sais pas les deux à la fois, de recevoir notre Premier ministre accompagné du ministre Béchu de l'Environnement et aussi le côté ministère économique, puisqu'on avait le ministre, M. Lescure, qui était là. Donc oui, on a pu échanger sur notre métier, sur l'avenir. Je pense que ça a été très bénéfique parce qu'ils se sont rendus compte, on parle beaucoup, il y a beaucoup d'effets d'annonce aujourd'hui dans tout ce qui est recyclage véhicule, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui existaient, qui fonctionnaient. Notre métier a beaucoup évolué ces dernières années. Je ne dis pas que les 1700 ont pris le train en route, ça serait mentir, puisque Patrick peut-être en parlera, mais il n'y en a que la moitié, que 800 qui au moins produisent une pièce de réemploi, donc ça c'est quand même un problème. Mais par contre, je pense qu'il y en a un bon tiers qui sont là, qui ont investi et qui veulent être là demain. Et surtout qu'on voit que notre métier aujourd'hui, il est bien fait. On avait des objectifs européens à 95% qu'on dépasse même aujourd'hui. Donc je pense que c'était important parce que le constructeur est là, on l'a entendu ce matin, Renault a intervenu, Valeo a intervenu, bonnet blanc, blanc bonnet. Voilà, et je pense qu'il faudra à un moment donné qu'on soit conscient de ce que chacun doit faire. Le métier de recycleur, c'est le nôtre. Je pense qu'on peut apporter une grosse pierre à l'édifice sur l'économie circulaire, mais il faut qu'il y ait une volonté de tout le monde de participer. Il faut qu'on soit soutenu aussi pour les pouvoirs publics. Il faut peut-être qu'on norme certaines choses, qu'on aille un peu plus loin, malgré qu'on a quand même pas mal de législation sur nous. Mais bon, voilà, s'il faut aller plus loin, on le fera, parce qu'aujourd'hui, on discute avec nos collègues italiens, espagnols, suédois, et ils produisent beaucoup plus que nous, mais pour plein de choses. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'arrêtent pas à 3 pièces de carrosserie, voilà, ils vont beaucoup plus loin. Et puis, peut-être juste un point, parce que vous avez reçu beaucoup d'officiers, d'élus par le passé. Là, c'est quand même la première fois qu'un Premier ministre en exercice vous rend visite. Est-ce que vous avez senti une écoute particulière et est-ce que ça aurait été envisageable il y a ne serait-ce que X années ? C'est un travail que je mets depuis plusieurs années, puisque en 2019, le recyclage, pour la première fois, est rentré à Matignon, quand même. Donc, du coup, on a pu, à ce moment-là, quand même, discuter. Et c'est vrai que le fait d'être vice-président chez Mobilian de la branche recycleur, et aujourd'hui aussi président de l'Occitanie, de toutes branches confondues, ça permet de travailler avec les carrossiers et tout. Et à cette époque-là, déjà, on sentait une envie, quand même, de reconnaître ce métier. Mais c'est vrai qu'on a reçu des ministres, mais des premiers ministres, on n'avait jamais reçu sur place. Je pense que c'est quand même une forme de reconnaissance par rapport à ce qui a été fait. Et on a bien senti une sensibilisation. Ils sont conscients des choses. Bon, voilà, le décret est sorti hier. C'est un secret pour personne, on s'en doutait. Maintenant, il va y avoir les arrêtés qui se mettent en place. Et sur ces arrêtés, il va falloir être très vigilant, suivre ça de près. Tout à fait, ça je pense qu'on va y revenir ensuite, mais je vais me tourner vers vous, Patrick, enfin vers toi, je vais pas essayer de dire vous, sinon je vais me tromper tout le temps, vous m'excuserez pour cette familiarité inqualifiable. Alors d'ailleurs je donne la parole au vice-président avant le président, un protocole qui vole en éclats aussi. Patrick, je ne suis pas protocole. Trêve de plaisanterie, mais est-ce que tu peux justement refaire un historique de tous ces dossiers qui ont parfois été difficile et souvent très animé quand même. Alors, je ne sais pas comment on va gérer notre présentation parce qu'il y avait un petit film à présenter, je rappelle. Ah, le film. Alors, mais je pense que je vais peut-être avant de le passer. C'est le motion design qu'il fallait passer.
Bon, c'est pas bien grave, mais ce que je voudrais, parce que ça va présenter quand même un site. Alors attention, qu'on soit bien d'accord, le site de Laurent, il y en a 2 en France. Il y a Laurent qui est majeur, et un autre groupe qui s'appelle GPA, qui est le 2e groupe majeur. C'est vers ça que tout le monde veut tendre. Ce qui est important de voir dans ce film, qui va être intéressant de voir dans ce film, c'est que les process, même si vous allez voir une entreprise extraordinaire, il est important de comprendre que ce soit un petit, un moyen ou un gros recycleur, le process est le même. Le process est le même, c'est-à-dire qu'il va appliquer à son échelle, chacun, en fonction de son échelle, va appliquer les mêmes process, c'est-à-dire qu'il va collecter des véhicules, traiter des véhicules, valoriser des produits, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui va être intéressant. Alors juste avant de démarrer le film, je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir d'où on est parti très rapidement. Je ne vais pas essayer de monopoliser, mais d'où on est parti et où on est aujourd'hui. Vous imaginez, bon, vous avez vu encore ma barbe, il y a 45 ans que j'ai créé ma boîte. Enfin, je ne l'ai plus maintenant, aujourd'hui je suis retraité, certes, mais toujours chez Mobiliance, mais toujours en partenariat avec mon entreprise. Mais on est passé d'une période où on ne voulait pas nous connaître, je rappelle. On a créé notre entreprise pour faire rentrer quelqu'un. On disait que le plus difficile chez nous, c'est de leur faire mettre le clignotant pour rentrer dans l'entreprise. Parce qu'on passait, on tournait la tête. Et aujourd'hui, depuis ce matin, imaginez le bonheur pour un président d'une organisation professionnelle comme la mienne, que depuis ce matin, il n'y a pas un interlocuteur qui n'a pas parlé de nous. C'est extraordinaire, extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on a une profession qui avons su prendre les virages, comme on l'a dit. Je rappelle qu'on a voulu nous tuer au moment de la directive européenne. On a été capable de mettre en place une certification de maîtrise de l'environnement en 1995, je le rappelle. Notre certification va bientôt avoir 28 ans. On en est à la version 7, mais on a commencé, c'est-à-dire que nous avons un métier qui a su... Parce qu'il a eu la chance d'être autonome, ça je le rappelle parce que ça, on m'en parlait tout à l'heure aussi avec les évolutions des réglementations, mais cette profession qui a été autonome, aussi constituée majoritairement de PME, a su s'adapter au fur et à mesure des évolutions, des règlements, des faisabilités, et on a toujours été observateur de l'automobile. On est déjà avant tout, je le rappelle, au départ on n'avait pas de formation, on est de casseurs comme on appelait. On était avant tout des passionnés de voitures, des passionnés d'automobile. Donc on a toujours été, par ce fait-là, extrêmement attentif à l'évolution de ce produit, et on a su passer les caps pour arriver aujourd'hui à vous proposer. Vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas le film, le site de Surplus, et ensuite je parlerai un peu de réglementation et d'évolution. Oui. Alors du coup, j'avais des consignes un peu contradictoires sur l'ordre de la vidéo. C'est bon ? Le groupe Surplus Recyclage participe au développement d'une mobilité durable. Sa mission est d'allonger la durée d'usage de pièces détachées de tout type de véhicules par le réemploi et la réparation. Et ce qui ne peut être reconditionné sur place est trié puis envoyé vers des filières de recyclage spécialisées. Ainsi, le groupe crée de véritables ressources à partir de déchets et limite la consommation et le gaspillage de matières premières utilisées pour la fabrication de pièces neuves. Précurseur dans son domaine, le groupe apporte des solutions concrètes grâce à ses activités de production historiques, Surplus Auto, Surplus Moto et Surplus Industrie. Les savoir-faire et outillages spécifiques à chaque activité permettent une production optimisée. Charte qualité, traçabilité et automatisation sont au cœur du process industriel du groupe, sans oublier le respect de la qualité et des conditions de vie au travail, ainsi que les règles environnementales. Afin de répondre aux besoins grandissants de ses clients, le groupe s'est diversifié en développant de nouvelles activités. GSR Logistique propose la gestion administrative ainsi que le transport de l'ensemble des produits du groupe. GSR Repair reconditionne entièrement des véhicules et matériels pour leur donner une seconde vie en toute sécurité. GSR Énergie développe le traitement et le reconditionnement de batteries et composants électriques et participe à des projets de R&D. La structuration du groupe permet ainsi de répondre aux besoins des acteurs de son écosystème, assureurs, constructeurs, réparateurs, collectivités et usagers. Au fait des évolutions technologiques et réglementations environnementales, le groupe travaille également avec divers organismes dans le but de faire évoluer la filière recyclage véhicule. En transformant des déchets en produits, le groupe crée de l'emploi sur son territoire, participe à la protection de la planète et vous permet de consommer de façon responsable.
Le groupe Surplus Recyclage donne vie à une mobilité plus vertueuse. Patrick, oui, est-ce que tu peux nous dresser l'état de l'art justement du métier en France aujourd'hui avec les chiffres clés aussi qui s'imposent et notamment on a entendu beaucoup, il faut d'abord essayer de réparer la pièce, etc. Bon, combien il y a de... Voilà, je pense qu'il ne faut surtout pas, et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on n'essaye plus de mettre en adversaire les produits. Il faut que tous les produits sont complémentaires. La réparation, c'est une évidence. Une évidence. C'est là, il faut commencer par là. Ensuite, la pièce de réemploi. Et il faut surtout adapter, et notre souci a toujours été le même, on a toujours bien prétendu que la pièce de réemploi ne serait jamais un produit de substitution à la pièce neuve, c'est un produit complémentaire. Et il faudra adapter, et tout le rôle d'un réparateur, c'est de savoir adapter la bonne fourniture de produits, que ce soit de la pièce réparée, de la pièce Riman, de la pièce échange standard, de la pièce de réemploi, la pièce éventuellement de qualité équivalente ou de la pièce d'origine en fonction des besoins de son client. Et nous, on ne cherche pas, la profession ne cherche pas à prendre le pain de l'un ou de l'autre. Elle dit, aujourd'hui, on est capable de s'intégrer dans un écosystème et on doit y rester. Mais aujourd'hui, malheureusement, le législateur va nous mettre un petit peu de bâton dans les roues. Voilà. Il y a combien d'entreprises aujourd'hui? Alors oui, sur les chiffres, globalement, voilà, effectivement, merci Alexandre. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, parce que demain, on va peut-être, tout à l'heure, on va peut-être en parler sur l'évolution du métier. Actuellement, il y a 1600, alors à la louche, 1650 centres agréés en France. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces 1650, alors, c'est les données 2019, parce que malheureusement, ce sont des données ADEME. Et malheureusement, l'ADEME, vous imaginez, on est en 2022, ils n'ont pas donné de nouveau rapport depuis 2019. Bon, enfin, on ne va pas faire de procès de personne. Mais sur les 1650 entreprises agréées en France, donc il y en a peut-être un petit peu moins, un petit peu plus, plutôt un petit peu moins qu'un petit peu plus, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, 839 entreprises seulement produisent une pièce de réemploi. Au moins une pièce de réemploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la moitié des acteurs qui ne produisent aucune pièce parce qu'ils ont obtenu, par un biais de petit passe-passe, et on reviendra peut-être tout à l'heure dessus, ils ont obtenu le fameux sésame, c'est-à-dire l'agrément de centre agréé VHU. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font uniquement, avec les véhicules qu'ils collectent, de la récupération de matière. Ça veut dire que je rappelle aussi que l'Europe a défini 3 modes de valorisation des déchets, d'une façon générale: le réemploi, le recyclage matière et la valorisation de substitution, que ce soit de composants énergétiques. Voilà. Donc le réemploi étant la vertu numéro 1 qui est définie par l'Europe, et seulement sur les VHU, alors que c'est un produit qui historiquement est recyclé bien avant qu'on parle d'environnement en France, seuls 839 centres produisent de la PRE. Le drame que l'on a, c'est que sur les 1,5 million de véhicules qui ont été démontés en 2019, seulement 1,1 million sont passés par les 839 et on a eu 400 000 véhicules qui sont partis immédiatement à la matière sans aucune valorisation de pièces, alors que nous savons tous qu'il y a une pénurie de pièces aujourd'hui. Clairement, voilà, j'ai à peu près donné les chiffres majeurs, après on en reviendra peut-être sur d'autres. D'accord. Juste quand même, pour ceux qui ne font rien, le précieux sésame, en France, il y a beaucoup de contrôles dans beaucoup de professions. Cet agrément, ils ne vont pas le perdre? Ça ne va pas finir par se voir? Tout va dépendre. Alors justement, ça va dépendre. Alors je rentre un petit peu dans le vif du sujet sur la directive. Ah bah de toute façon, vraisemblablement, il s'est passé quelque chose hier. Bon, alors on va vous dire, puisque effectivement, le décret VHU, donc vous savez que le VHU, le véhicule hors d'usage, a été intégré en 2020 dans le cadre de la loi AGEC. Donc la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage, alors bien connue par tout le monde pour la problématique des bouteilles en plastique, entre autres. Mais 22 produits ont été concernés par cette loi AGEC. En fait, l'idée, c'était de mettre dans le même périmètre toutes les filières REP. Hein. C'est voilà, à peu près ça, en schématisant. Hein. Cette loi-là, elle avait cette visée-là. Alors voilà, il y a il y a 2 versions. Il y a ce que j'appelle la version officielle et la version officieuse. La version officielle,
c'est effectivement ce que dit l'administration. On vous a intégré dans ce spectre et dans cette ligne pour pouvoir harmoniser toutes les filières REP. La deuxième que nous on considère qu'elle est officieuse, je rappelle que nous sommes légiférés par une loi sur l'encadrement des établissements classés depuis 1976, et depuis 1976, l'administration française n'a jamais été capable d'arrêter les filières illégales. Donc ces fameuses filières illégales sur lesquelles on estime là aussi entre 3 et 400 000 véhicules chaque année. Alors vous imaginez, je viens de vous dire, 400 000 voitures qui font pas l'objet de valorisation de pièces officielles, plus les 400 000 dans la filière illégale, on est à 800 000 véhicules. D'accord ? Donc l'administration, depuis 1976, n'ayant jamais été capable de régler le problème des filières illégales, eh bien, c'était un grand bonheur, et vous savez que c'est une spécialité française aujourd'hui par nos législateurs, c'est de redonner le bébé. Et donc là, en recadrant dans le cas de la loi AGEC, ils reconfiaient aux producteurs toute la responsabilité de la filière. D'accord. Et alors donc ce décret, si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Hein, non ? Non, mais par rapport au décret, oui. Le décret, il est ce qu'il est. Maintenant, il a été publié. Comme je dis, il faudra veiller sérieusement à ce que les arrêtés correspondent à ce qu'on souhaite. Si on veut avoir une concurrence ou un contrepoids, parce que sinon, tout va partir chez le constructeur ou comme je disais tout à l'heure, ou l'équipementier. Et puis, bon, aujourd'hui, on parle de 50, 60, 70% de remise sur les pièces de réemploi. Demain, peut-être quand on aura un petit 10%, voilà, ça sera tout. Donc, du coup, ça ne changera rien à l'histoire. Et je pense que le décret peut apporter effectivement toutes ces chantiers sauvages, ces véhicules qui n'étaient pas traités. Je pense que demain ils seront traités. Donc du coup, on va quand même avoir beaucoup plus de véhicules. Un peu de volume. Voilà, beaucoup plus de volume. Je pense qu'aussi c'est les pièces elles-mêmes. Aujourd'hui, on se plaint parce que on traite que un certain nombre de pièces par véhicule en France, ce qui est faible. On peut le dire, c'est aux alentours d'une vingtaine. C'est très faible. Alors que nos petits voisins espagnols, italiens sont à 50, 60, et même aux États-Unis. On pourrait dire même à plus de 100 pièces. Pourquoi ? Parce que le nombre de pièces, il est beaucoup plus... la gamme est beaucoup plus large. On parle beaucoup de pièces carrosserie, mais il faut savoir que notre premier métier, c'était quand même la pièce mécanique. Et aujourd'hui, on l'utilise. Je vois, nous, dans notre centre de reconditionnement, on utilise beaucoup de pièces mécaniques. Parce que on est des hommes de l'art, on doit faire les contrôles qui doivent se faire, et on est responsable de notre produit, et on va au bout du produit. Donc tout ça, il va falloir y travailler de même, justement, pour étendre cette gamme, et il va falloir profiter peut-être de cette contrainte, mais je ne sais pas si c'est une contrainte, comme on l'entend tout à l'heure. Je pense qu'au contraire, il faut le prendre comme une opportunité. On va être obligé de se serrer les coudes, d'aller plus loin dans le produit, et ça sera notre rôle de répondre au maximum aux besoins du réparateur et du consommateur final. Et je pense que même notre meilleur ambassadeur sera le client final. On en a parlé beaucoup tout aujourd'hui. Et il faut que le client final soit rassuré par rapport à tout ça. Et voilà, c'est notre rôle. Mais je pense que, franchement, quand vous tournez un petit peu en Europe, la qualité du produit qu'on sort en France aujourd'hui, avec tout ce qu'on a mis autour, moi je l'ai vu nulle part ailleurs. Et donc voilà, c'est quand même au niveau environnemental, pareil, on n'a pas de honte à avoir. On est hyper propre dans nos structures. On est tellement réglementé. On est allé regarder la loi, on parlait tout à l'heure de faire un double devis, même si c'est lourd, tout ça, on pourra en rediscuter. Voilà, franchement, il faut se mettre à la place du réparateur, tout ça. Il y a plein de choses dessus à améliorer. Mais on a tout ce qu'il faut, tout a été légiféré autour de ça. Il n'y a plus qu'à maintenant. Alors, il faut juste qu'entre recycleurs, réparateurs, assureurs, experts, tout ça, on discute bien ensemble pour, franchement, mettre la machine en route. Parce qu'aujourd'hui, c'est que du balbutiement. Pour moi, on a mis les fondations à un outil et maintenant, il faut aller de l'avant. Et avant de venir d'ailleurs aux recettes de votre succès, Patrick, je me tourne vers vous sur ce décret. Finalement, oui. Il était quand même attendu. Voilà, il était... Est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein au lendemain, après la nuit, il en fait son je vais essayer de faire un petit bilan de ce décret. Alors bon, effectivement, ce qui nous pénalise, ce qui nous pose le plus de problèmes depuis le départ du cadre dans la rédaction du texte de la loi, c'est que nous sommes la seule et unique profession, métier, enfin c'est le seul et unique produit, le VHU, sur les 22 métiers, les 22 produits concernés par la loi AGEC, où le législateur oblige que les opérateurs
les opérateurs techniques que nous sommes, les opérateurs de terrain, aient l'obligation d'avoir contractualisé avec un éco-organisme ou un système individuel, donc des producteurs, pour avoir le droit d'exister. Donc ça, c'est là. Ça, par contre, depuis le départ, nous pénalise. Pourquoi ? Vous comprenez bien que de l'autre côté, vous avez un producteur qui est en même temps producteur d'un produit fini, mais un producteur aussi important de fourniture de pièces. Qu'on soit bien d'accord. Ce producteur qui fournit ces pièces, et on en a parlé suffisamment longuement et on avait encore Valeo, marge énormément sur ce produit. Donc, le problème, c'est qu'on nous attache et on nous rend afféodés, je suis très violent dans les mots, mais afféodés aux producteurs. Donc ça, c'était très compliqué. Alors, forcément qu'on se bat depuis le départ à ce que le texte, parce que vous savez comme moi qu'une loi, c'est ce qui encadre un projet, un produit et autres. Après, on a les décrets qui commencent à rentrer un petit peu plus qui commencent à cerner un peu plus le sujet, et ensuite on va avoir les arrêtés qui vont là rentrer dans le point de détail. Donc ce décret, on l'attendait. Donc on s'est battu, on a utilisé tous les artifices que nous avons pu, y compris le monde de l'assurance, c'est pas un secret, pour pouvoir essayer de l'influencer, pour essayer qu'il nous convienne le mieux possible. Donc le décret est sorti. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous tracer très rapidement, puisque vous voyez, la liste est quand même pas très. Le contenu de 17 pages de décret se résume à un recto verso de ce que j'appelle les points positifs. Le point négatif, on va en parler, le point négatif, et des points à préciser. Parce que législateur, on s'est aperçu, et ça vous l'avez peut-être remarqué régulièrement, que quand il a une patate chaude, ce que j'appelle une patate chaude, c'est-à-dire que quand il a l'ensemble des acteurs qui ne sont pas d'accord, eh bien il essaye de faire un texte qui est suffisamment flou pour laisser les juges trancher. Voilà. Donc c'est une... Bon, vous inquiétez pas, vu mon âge, je taille toujours un costume à ceux que je pense. Il n'y a pas de problème, vous le savez. Donc voilà. Donc effectivement, là encore, on a ça parce qu'on a des textes à préciser. Alors, dans ce décret, il est paru hier, et il y a les points positifs. Alors les points positifs, parce que ce que j'appelle points positifs, c'est ce que la profession, la branche, le métier de centre agréé VHU de Mobiliance avait produit un livre blanc, et dans ce cadre de livre blanc, certains d'entre vous ont dû certainement l'avoir dans les mains. On avait fait des propositions et des demandes. Dans ces propositions, on a quand même gagné un certain nombre de choses. Le premier, c'est de pouvoir maintenir dans nos professionnels chez nous l'approvisionnement en direct. Parce que la grande inquiétude, je vous rappelle que nous traitons contractuellement avec vous, pour les compagnies qui sont dans la salle, on traite des accords de partenariat et vous nous vendez directement les véhicules. Au départ, on pensait que tous ces véhicules, malheureusement, tous ces flux risquaient de passer par ces éco-organismes avant de nous arriver. Non, on a obtenu qu'on pourra garder l'approvisionnement en direct. Premier point, c'était un point très important chez nous. Le deuxième point, c'est que nous avions dans les décrets d'application actuels, puisque je vous rappelle qu'on est légiféré aujourd'hui, on avait obtenu un arrêté, dans le cadre de l'arrêté, l'article 5, qui définissait tout ce que le producteur n'avait pas le droit de nous faire. Entre autres, de nous interdire de valoriser des pièces détachées. Donc, de nous interdire le démontage de certaines pièces. Eh bien, ça, dans les textes, aujourd'hui, on l'a conservé, on l'a récupéré. Donc ça, premier point positif, là, qui nous intéresse tous, on va pouvoir continuer à valoriser toutes les pièces. On va voir, après, il y a les points négatifs, attention. Bon, mais les points positifs, c'est qu'aujourd'hui, au moins, dans la législation, on ne nous interdira pas de récupérer la totalité des pièces que nous souhaitons. Troisième élément, qui sont très importants aussi, je vous rappelle que toutes les pièces que nous vendions aujourd'hui sont considérées comme des déchets. Sachez que la pièce d'économie circulaire, aujourd'hui, est un produit déchet. Dans les réglementations, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait des gros problèmes à l'exportation, parce que l'exportation ne permet pas l'exportation de déchets. Alors c'était purement franco-français, on exportait par la Belgique parce que là il n'y avait pas de souci. Mais mais en France on ne pouvait pas exporter parce que les douaniers disaient c'est un déchet, statut de déchet, donc vous n'avez pas le droit d'exporter. Là, clairement, tous les pièces qui vont sortir
de nos établissements aujourd'hui produits par un centre agréé VHU sera plus considéré comme un déchet, mais sera considéré comme un produit. Donc beaucoup d'avantages, et on en parlera peut-être demain dans le cas du véhicule électrique. On verra tout à l'heure. Peut-être que mon ami va vous en parler. Voilà. Donc vous verrez un petit peu l'intérêt. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi dans le texte, donc c'est intéressant. Autre point, qui n'est pas des moindres aussi, vous savez qu'on a tous l'obligation de passer par des catalogueurs pour avoir le référencement des pièces d'origine, le référencement OE. Là, dans les textes, il est précisé que les fabricants devront nous produire le référencement des pièces des véhicules que nous démontons. Donc ça, c'est un grand avantage et une plus-value pour nos relations avec l'ensemble des acteurs. Juste, si je peux me permettre, on aurait la référence, les éléments côté constructeur, mais aussi côté équipementier. Parce que là, c'est pareil, il y a un renvoi de balles, donc là, du coup, c'est bien les deux acteurs qui sont voilà. Donc c'est important. L'autre point suivant qui est important aussi, vous savez que vous vous posez toujours la question d'où vient la pièce, la traçabilité de la pièce, qui vend la pièce. Eh bien là, c'est clairement précisé dans le texte. Pour pouvoir vendre une pièce de réemploi, on devra préciser et informer sur tous les éléments, c'est-à-dire que fini le Bon Coin, fini eBay et compagnie, qui vendent les pièces de n'importe qui. Pour pouvoir vendre une pièce de réemploi demain, on peut devoir inscrire notre numéro d'agrément. Donc ça, c'est une vraie plus-value. D'accord. Et puis après, le reste, ça ne vous concerne pas, filière, ça veut dire les filières pneumatiques, enfin bref. Et les voiturettes, on avait aussi un souci, c'est que je rappelle que cette réglementation concerne tous les VP, les VU de moins de 3,5 tonnes, les 2 roues, les 3 roues, les quads, et étaient exclus les voiturettes, et aujourd'hui, c'est réintégré les voiturettes. Donc ce texte concerne quand même la totalité des véhicules. Bon, tout ça, c'est les points positifs. J'ai commencé par le meilleur, mais il y a le point moins. Le gros pain point, comme disent les anglo-saxons, là, c'est lequel, le point noir, alors? Pardon. Les pièces qui sont plus, mettons, du déchet, ça vous empêche de les vendre à l'export? Oui. Ce qui veut dire que là, vous allez pouvoir les vendre à l'export. Et comme il n'y a déjà pas assez de pièces, on en a encore. Non, parce que c'est pas les mêmes produits. Alors, je vais rassurer. Non, je suis méchant. Non, mais tu as raison, je précise. Bon, dans les véhicules, je rappelle... Quand même, je suis cousin des fois... Non, je rappelle qu'un véhicule, c'est toujours important. Vous avez toujours en tête l'âge moyen du parc automobile autour de 10 ans. L'âge moyen de fin de vie d'un véhicule, c'est 20 ans. D'accord? Donc, quand on va rentrer les 1 700 000, 1 800 000 véhicules, ce que l'on espère, c'est rentrer la totalité du parc, on va avoir une grande majorité de véhicules. Ce surplus de véhicules qui vont nous arriver vont être des véhicules plutôt anciens. Généralement, quand vous êtes dans la réparation, on est surtout sur le parc vivant, donc les parcs des véhicules autour d'une dizaine d'années. Et nous, concernant les marchés export, c'est un marché complémentaire. Mais déjà pour une simple bonne raison, c'est qu'on vous vend plus cher les pièces à vous qu'on les vend aux clients export. Clairement, parce que c'est pour des pays en voie de développement et généralement, on fait des containers. Voilà. Ils polluent beaucoup moins que nous. Hein? Ils polluent moins que nous en plus. Oui. Voilà. Alors, le point négatif. Le point négatif, c'est que notre législateur a subi un peu de lobbying d'un groupement important, d'une fédération de recyclage qui font de la matière. Je ne sais pas comment il s'appelle, à de Richebourg, je ne l'ai pas dit, désolé, qui a fait une pression parce que ça les intéresse de récupérer du VHU en direct, parce qu'ils récupèrent la totalité des matières, de l'acier, de l'aluminium et autres, alors que je rappelle que quand le véhicule passe par nos centres, nous on fait une tri aussi, on fait une valorisation et du tri matière. Donc ça les intéresse de récupérer la matière en direct. Donc ils ont fait une pression, alors qu'on avait obtenu parce que donc quand vous faites un décret, enfin un projet de décret, un projet de texte, il passe en consultation publique et in fine, il passe dans un organisme qui s'appelle pour les lois, dans le cas des éco-organismes, dans ce qu'on appelle la CIFREP. C'est la commission interministérielle des filières REP. D'accord? Donc pour vous dire, tout le monde est là. Et on avait obtenu, parce que c'était une de nos demandes, que pour pouvoir produire, que tous les VHU devaient passer par des entreprises qui produisaient de la pièce de l'économie circulaire. C'était dans le sens de l'histoire. On avait obtenu, donc c'était une de nos demandes et on l'avait validée. La CIFREP l'avait votée
avec une très grande majorité, on l'avait voté comme quoi seuls les centres qui produisaient de la PIEC pouvaient être agréés, centres agréés VHU. Suite à un lobbying de nos récupérateurs de métaux que je n'ai pas nommé, on a vu apparaître dans le décret un mot qui est arrivé après démontage, puisqu'il y a une définition du centre VHU dans le décret. Il y a marqué démontage de pièces et ensuite ou désassemblage. Et ce terme du désassemblage qu'ils ont fait apparaître, eh bien, c'est toujours uniquement le tour de passe-passe, parce que les récupérateurs de métaux, eh bien, ils prennent les véhicules, ils arrachent les moteurs, ils arrachent les faisceaux de cuivre, et ça leur permet de dire, bon, on désassemble les matières. Donc ça leur permettait, par ce tour de passe-passe, de conserver le droit à l'entrée. Donc pour nous, c'est inconcevable, inentendable et inadmissible. Donc, et compte tenu qu'on avait la majorité dans le cas de la CIFREP, on va mener, pour l'instant on ne sait pas encore au juste quelles sont les actions qu'on va mener et sous quelle forme, mais notre objectif pour nous, parce que non seulement ça va leur permettre de garder leurs 400 000 voitures, mais suivant la stratégie que pourraient avoir les producteurs demain, je vous rappelle, ils sont quand même avant tout vendeurs de pièces, vendeurs de voitures et vendeurs de pièces. Ça veut dire que demain, ils pourraient définir ou décréter qu'un véhicule de plus de 8 ans, eh ben on fait de la matière directement, qu'un véhicule qui a vécu ceci ou cela, suivant les critères qu'ils pourraient faire, pourrait décider qu'un certain nombre de volumes de véhicules fassent plus l'objet que de désassemblage et plus de démontage. Donc, non seulement on perdrait les 800 000 véhicules qu'on attend complémentaires, les 700 000, puisqu'on est sur une base, si tout rentrait dans la filière, autour d'1 800 000 véhicules chaque année. Donc, entre 700 et 800 000 véhicules qu'on attend en volume supplémentaire pour nous, et pourrait peut-être non seulement pas les voir, mais peut-être en perdre encore sur le volume. Donc ça, ce point-là, c'est le point négatif. Donc vous allez peut-être mener une action collective en justice, éventuellement. Oui, c'est pas arrêté. C'est pas exclu. Voilà. C'est pas exclu. Et par rapport aux arrêtés, vous les attendez pour à quel terme, grosso modo? Alors, les arrêtés... Parce qu'on sait que c'est très variable en France. Alors, est-ce qu'on vous a donné des indications ou non en tant que Mobiliance? Il y a déjà des... Bon, logiquement, et on doit avoir signé pour pouvoir continuer à exister. Il faut qu'on signe avec un producteur, donc un éco-organisme ou un système individuel, il faut qu'on ait signé à compter du 1er janvier 2024. Donc là, il nous reste 1 an. Pour qu'on puisse signer avec un éco-organisme ou un système individuel, il faut que ces éco-organismes ou systèmes individuels existent. Pour qu'ils puissent exister, il faut que les producteurs déposent à l'administration un dossier d'éco-organisme ou système individuel. Pour pouvoir le faire, il faut aussi, parce que ça on l'a obtenu, qu'ils produisent le cahier des charges qu'ils vont nous exiger. Ça c'était quand même un côté positif, ils devront le présenter à toujours notre organisme CIFREP, mais pour qu'ils puissent eux-mêmes rédiger un cahier des charges, il va falloir qu'ils connaissent l'arrêté de cahier des charges de l'administration qui va définir à minima ce que doit faire l'entreprise. Donc, tant que les arrêtés de cahier des charges de l'administration n'est pas sorti, les producteurs ne peuvent pas créer des éco-organismes ou des systèmes individuels et donc ne peuvent pas constituer un réseau. Donc, on peut espérer, puisqu'on sait par l'administration, qu'ils sont déjà sur la rédaction du cahier des arrêtés. Et là, c'est là-dessus que l'on compte beaucoup, comme l'a dit Laurent, et c'est là aussi qu'on attend une aide, je regarde Ludivine en même temps, on compte sur une grande aide de France Assureur, hein, puisqu'on travaille beaucoup en partenariat ensemble sur le sujet en ce moment. On compte beaucoup sur les lobbying que l'on va pouvoir faire pour influencer, et l'administration nous a assuré, et aux uns et aux autres, qu'on participerait à la rédaction de ces arrêtés. Donc on espère bien voir une évolution, parce que dans le texte aussi, il y a une suspicion quand même qui plane sur les véhicules d'assurance et sur les véhicules économiquement irréparables. Alors, Monsieur Héret, je me tourne vers vous parce que vous êtes un peu un modèle du coup pour la profession maintenant, sans flagornerie aucune. Je parlais des recettes de votre succès, alors un peu en mode masterclass parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire quel choix vous avez fait, ce qui fonctionne? Déjà, pourquoi avoir choisi 3 sites alors qu'au départ, on aurait pu se dire qu'un seul suffisait. Ça pouvait être compatible avec un seul flux, quoi.
Déjà, il faut rester simple. À la base, déjà, c'est des activités, c'est un produit. Le produit n'est pas le même. Quand on voit les structures des bâtiments, on le verra tout à l'heure sur le film, franchement, on ne déconstruit pas un poids lourd comme on déconstruit une voiture ou un deux roues. C'est un véritable métier. Je pense que les compagnons qui sont avec nous sont formés pour ces milieux-là. Le client final aussi est différent. Et puis les réglementations, parce que c'est le seul pays, la France aujourd'hui, qui a créé cette nouvelle réglementation sur l'obligation de recycler la catégorie L, 2 roues, 3 roues et véhicules sans permis. C'est une première, puisque nulle part ailleurs, il n'y a pas cette réglementation. Donc c'est la France qui l'a ramenée au niveau européen. On pourrait aller plus loin avec les véhicules industriels, pourquoi pas. Mais tout ça, c'est pas le fruit du hasard. Et quand on parlait, même si on prend que auto, vous allez le voir, il y a déjà 3 ateliers différents. On sait très bien qu'on peut traiter jusqu'à un certain nombre de voitures. Pourquoi pas tout dans un même atelier, mais on a des carrossiers parmi nous. Et j'ai démarré dans la carrosserie et la mécanique en concession. À l'époque, on n'était même pas dans les mêmes vestiaires. Donc voilà, c'est deux métiers complètement différents, avec un savoir-faire différent. Et on parlait de recrutement. Ben, aujourd'hui, nous, quand vous rentrez à l'atelier, quand on rentre à l'atelier carrosserie et l'atelier mécanique, on sent de suite que c'est pas le même univers. Donc, pour embaucher des carrossiers en démantèlement, parce qu'on embauche des carrossiers aujourd'hui, c'est de véritables carrossiers qui sont dans cet atelier-là, ben, il fallait qu'il y ait tout un environnement qui soit là, parce que la pièce n'est pas traitée d'une même façon. Je fais démonter un tableau de bord par un mécano, il va me mettre 2 heures, j'exagère, peut-être 3/4 d'heure pour me le démonter, et quand il a fini, j'ai la patte droite qui est cassée. Un carrossier, en 20 minutes, il me l'a démonté, il est nickel. Comment vous voulez voir la qualité d'une porte ou d'une aile si vous êtes mécano, ou alors il faut être... D'ailleurs, vous avez instauré des contrôles qualité très stricts depuis longtemps. Vous avez beaucoup de points de contrôle, c'est ça? Depuis le départ. Aujourd'hui, on a CAICERT, qui est la certification qui est le plus élevée dans notre métier, avec 5 contrôles par pièce. On a décidé de pousser ça jusqu'à 10 contrôles. On est allé sur de la pièce reconditionnée, issue de l'économie circulaire, ce qu'on appelle la PRIEC. Pourquoi? Parce qu'il y a des pièces aujourd'hui qu'on répare dans nos ateliers, beaucoup de pièces mécaniques, mais aussi maintenant des pièces carrosserie depuis 2020, c'est-à-dire les phares, les pare-chocs, les pare-boues, un tas de pièces qu'on a décidé de réparer. On parlait d'optique. On est allé jusqu'à la réparation. Il y a vraiment un acte de préparation qui fait pour la pièce, mais qui va beaucoup plus loin. Et ce qui nous a amené à garantir ces pièces 2 ans aujourd'hui, avec une certification et un taux de retour. Je crois que vous avez un taux de retour, et ça de 97%, qui est très très faible. Et dans ces 3 activités, croyez-moi que c'est pas évident. Et puis la pièce elle-même, aujourd'hui, on ne va pas les vendre en Villebrequin ou de moteur de voiture. Mais par contre, sur de la moto, c'est courant. Donc déjà, c'est pas les mêmes pièces, c'est pas les mêmes nomenclatures. On parlait tout à l'heure de catalogueur. C'est très facile. Dans l'auto, aujourd'hui, il suffit de payer, on l'a dit ce matin, 1 euro. On prend 3 catalogueurs pour arriver à 93-94%. Encore, on n'est pas fiable. Pour avoir un catalogue pièces. Vous allez dans le 2 roues, je défie à qui que ce soit là dans la salle, de pouvoir avoir un outil qui, avec une simple plaque d'immatriculation, permet de trouver une pièce. Chez Surplus Moto, on l'a développé depuis des années, mais c'est la recherche et développement, c'est un travail de titan. Aujourd'hui, un scooter chinois vendu 6 mois à Leclerc et 6 mois à Intermarché, on va arriver à le retrouver. Donc, mais c'est important, parce qu'on parlait de correspondance de pièces tout à l'heure. On va parler de nouvelle mobilité aussi. Oui. Je plaisante. Déjà, il faut parler le même langage. Et là, je vous parle de la moto, où c'est abouti aujourd'hui, parce que mais on est en train de faire ça dans le véhicule industriel. Et quand vous attaquez tout le milieu agricole, tous les semoirs, tous les constructeurs qui ont que 2 ou 3 modèles, c'est un travail de titan. On le fait, on est pas mal avancé aujourd'hui. Et toutes ces choses, vous comprenez pourquoi les logiciels, le tronc commun est le même, mais tous les satellites qui tournent autour n'ont rien à voir. Donc, franchement, depuis le début, j'avais cette idée en tête, j'avais vu un peu ce qui se passait ailleurs. Et j'avais bien vu le numéro 1 italien, Polini, qui est connu. OK, il fait du 2 roues, mais il y a un petit pont dans un coin, 2 ponts, 2 gars qui démontent, 4 ou 5 000 pièces qui traînent par là, mais ça s'arrête là. Les bus, c'est pareil. J'ai vu beaucoup de chalumeaux. Chez nous, le chalumeau, il est fini. Parce que il y a pas de... Si on veut vraiment en faire un véritable métier, vous allez le voir,
je ne vois pas comment on peut le faire autrement. Et en Espagne, la Toré, il fait... La Toré, c'est pareil, c'est traité sur la même chaîne. Parce que c'est un gros faiseur aussi. C'est un gros faiseur, mais la façon dont il travaille et la législation n'est pas la même. Voilà, franchement, c'est un gros faiseur, mais il ne faut pas le prendre au premier. Quand vous allez là-bas, non, ce n'est pas adaptable en France. C'est pour ça qu'une fois de plus, on a un modèle français franchement, de recyclage de VHU qui est vraiment au plus haut niveau. Si on voit les États-Unis, on dit qu'ils sont hyper propres, oui. Mais toutes les pièces, tous les véhicules sont posés même dans un parc, dans l'herbe, avec les pièces stockées à l'intérieur. Ils ont un référencement qui n'est pas si mal que ça. Mais après, je ne sais pas s'il y en a certains qui sont allés, mais franchement, c'est pas jouable. Par contre, ils ont une culture. Ils ont une culture de pièces de réemploi. Mais ils en utilisent beaucoup plus que nous. Ils en utilisent beaucoup plus que nous. Ils ont moins de freins aussi. Ils ont beaucoup moins de freins. Et je pense que c'est un sujet, j'aurais bien qu'on en parle 2 minutes avant la fin. Parce que on parlait tout à l'heure d'évolution, donc je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Oui, mais on parle d'évolution, on parle tout à l'heure, tout le monde parle de pièces de l'économie circulaire. On est freiné en France, et là je laisserai Laurent vous faire des précisions, mais il vous l'a dit, il vous en a parlé, l'Italie, l'Espagne, pour en restant les Suèdes, pour en restant dans des pays européens. Donc on prend même des pays du Nord. Ils utilisent sans problème, ils acceptent dans les réparations beaucoup plus de pièces que le système français. Donc clairement, et ça, je le dis, on a fait des chartes de bonne pratique avec nos amis experts. J'ai demandé à Rudolf, ça fait partie et j'en profite justement d'être là pour le dire, si on ne se met pas autour d'une table avec l'ensemble des opérateurs, c'est pour ça que j'avais demandé SRA, parce que je trouve que SRA est le bon support, parce qu'il est neutre. Il est neutre pour nous. Il faut qu'absolument on travaille entre les réparateurs, les experts et nous, pour pouvoir valoriser plus de pièces. Donc il faut se mettre autour de la table, il faut regarder les produits, éventuellement faire évoluer nos modes de contrôle, mais comme l'a dit Laurent, on est déjà quand même à 5 modes de contrôle, quand même sur chaque pièce de réemploi qu'on vend, mais pourquoi pas aller plus loin? Mais si on veut augmenter ce nombre de pièces, on vous l'a dit, la moyenne nationale en France, c'est 15 pièces. En Suède, c'est 60 pièces. Aux États-Unis, c'est 120 pièces par véhicule. D'accord? Donc, pour faire ça, ça veut dire que vous voyez qu'on a un delta qui nous permet d'aller quand même très loin. Hein. Et je rappelle quand même que ces pièces qu'aujourd'hui on nous refuse dans la réparation collision, alors que je peux comprendre, hein, problème de responsabilité, patin coup fin, on peut toujours revenir dessus. Mais je rappelle quand même que ces pièces n'ont aucune réglementation d'interdiction, qu'on en vend tous les jours à des clients particuliers, à des réparateurs dans le cas de la maintenance automobile, sans aucun problème, et que ces mêmes véhicules sur lesquels on a monté ces pièces circulent dans le même environnement que les autres pièces que nous réparons dans la réparation collision. Donc voilà, donc je pense que si on ne se met pas autour de la table, on n'évoluera pas. Parce que les pièces de robe, je suis désolé, mais messieurs les assureurs, vous êtes très gentils, je vous apprécie énormément, mais vous voulez réparer des véhicules avec des chocs avant et vous ne nous cédez pas que des véhicules avec des chocs arrière. Donc c'est compliqué de pallier à ça. Donc il faut bien qu'à un moment, on avance. Voilà. Monsieur Héraille, je reviens quand même sur votre success story. D'où viennent vos véhicules? Parce que vous parlez de problèmes de sourcing majoritairement, hein, dans les grandes masses. Là aussi, comment vous parvenez, vous, à alimenter des flux maintenant très importants? L'approvisionnement, aujourd'hui, il est à 90% véhicule d'assurance. C'est ça. Hein. Voilà. Mais franchement, je n'ai pas à en rougir, au contraire. Et c'est ce que j'ai dit encore hier à notre Première ministre, c'est-à-dire ce que vous voyez là, tout ce qu'on a fait dans le 4 roues, tout ce qu'on a fait dans le véhicule 2 roues et qu'on est en train de faire dans le véhicule industriel, si on ne l'avait pas fait grâce aux assureurs qui nous ont fait confiance sur leurs produits, on ne l'aurait jamais fait. Pourquoi? C'est le seul produit qui est tracé aujourd'hui. Prenez dans le 2 roues, là on a beaucoup discuté de VHU, 1 million, 1,5 million, 400 000 qui passent là. Posez la question, s'il y a quelqu'un qui est capable de répondre sur le 2 roues, sur la catégorie L, les tricycles, quadricycles. Personne. Personne. Et on a quelques chiffres parce que bon, nous on s'y est vraiment intéressés, on a regardé un peu ce qui se passait. Et à un moment, quand j'ai étudié ce dossier, parce que franchement, l'usine que vous avez à Gaillac, il n'en existe aucune, aucune en Europe de ce niveau-là. Bon, c'était vraiment une ambition. Hein. On a mis
4-5 ans, on a failli lâcher au bout de la 3e année, mais il y a des faiseurs de deux roues qui sont là, des compagnies qui ont un gros volume de deux roues, que je remercie parce qu'ils nous ont fait confiance et qu'ils nous ont suivis, mais avec un cahier des charges bien précis. Et quand vous parlez de qualité de pièces, je pense que si on va vers le deux roues, il va y avoir sans doute des spécialistes de deux roues là, on parle de fourche, on parle de bras haussiers, enfin, si on y va par là, dans le deux roues, toutes les pièces peuvent être sécurité. À part le rétroviseur, on ne prendra pas beaucoup de risques, mais c'est pas avec ça qu'on va faire retourner l'usine. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même une ambition, une appétence pour toute cette clientèle-là. On a démarré à 100%. C'était du particulier, c'est pas si vieux que ça. À aujourd'hui, on est monté à quasiment 60% de réparateurs. Aujourd'hui, on a un réseau de réparateurs-distributeurs en France, de 130 réparateurs, et on a fait ça en plus sans le côté réparation. La collision, elle n'y est pas dans le dos. On n'en a pas tenu compte aujourd'hui. On n'a pas tenu compte de ça, on est parti avec un nouveau produit, voilà. On est parti avec des garanties, des sécurités. C'est pour ça qu'on a commencé, dès l'ouverture de l'usine fin 2019, à passer la pièce reconditionnée directement avec des qualités derrière, des qualités, mais avec des appareils métrologiques, des lasers, des comparateurs. On est allé très loin dans la pièce, ça nous a coûté cher, c'est vrai, mais c'est ce qui a fait le succès, et l'assureur nous a accompagnés effectivement complètement. S'il n'y aurait pas eu les assureurs, on n'en serait pas à ce niveau-là en France, ça c'est clair. Hein. Et un dernier point, pour que l'Assemblée en profite aussi, quand on a préparé cette intervention, je vous ai dit, avec une telle success story, à un moment, vous auriez pu songer à créer une franchise ou à simuler, et vous m'avez dit, ah non, ça ne marcherait pas. Vous pouvez expliquer un peu, parce que finalement, il y a vous avez défini les bons process, les bonnes méthodes. On peut se dire qu'un investisseur pourrait dupliquer ça, éventuellement une taille plus petite d'ailleurs. Non, franchise, on n'est pas des... Aujourd'hui, on a des outils. C'est vrai qu'on a travaillé beaucoup sur le digital. Le premier site où c'est qu'on passait une commande directement avec une carte bleue en 2010, c'était sur Plus Moto. Avant, c'était vous faisiez un fax, un mail, vous écriviez et tout. Non, c'était donc ça a bien fonctionné. On a fait la même chose sur Auto. Aujourd'hui, on a la même chose sur les véhicules industriels, agricoles et tout, en plusieurs langues, parce qu'on n'est pas sur les mêmes produits. Donc voilà, ce système de distribution, il fonctionne. Après, on est des producteurs aujourd'hui. Franchement, je ne veux pas me comparer à un Valeo, mais aujourd'hui, avoir des magasins avec des centres de montage et tout, vous savez très bien, pour ceux qui sont là, j'ai été chez Careco pendant une certaine période, on aurait pu penser à créer une franchise, mais de centres auto, de réparation avec de la pièce de réemploi, c'était une idée, je pense que ça aurait pu fonctionner. Aujourd'hui, ces centres auto, ces réparateurs, ces carrossiers, c'est nos clients. Donc du coup, on ne va pas aller monter de franchise de ce côté-là. Nous, on est des producteurs, des purs producteurs. Après, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, bien sûr, on a sans doute une petite avance parce que c'est quelque chose qui me plaît. Vous connaissez mon parcours, je viens du milieu de l'industrie. Quand je suis arrivé, que j'avais cette idée d'industrialiser ce métier, ça n'a pas toujours convenu à tout le monde, je vous le dis. Voilà, c'était un peu... Bon, voilà, comme aujourd'hui, dans ce qu'on est en train de lancer, dans le reconditionnement de véhicules, parce que c'est pas juste 3 rayures de peinture, un change de pneus et une plaquette de frein. Aujourd'hui, on a 7 postes de redressage pour 4 cabines de peinture. Déjà, ça doit vous parler. Donc, voilà, je dis pas... Il faut s'adapter aux méthodes d'aujourd'hui, mais voilà, c'est une façon de fonctionner... que tous les autres les recycleurs qui ont envie d'y aller peuvent y aller. Franchement, Patrick a commencé. Le groupe Surplus n'est pas une exception. Il a été moteur, on ne va pas se cacher. Je me bats, je ne serai pas là aujourd'hui, je ne serai pas chez Mobilian, je ne pas parce que c'est personnel. Je veux amener ce produit jusqu'au bout, au meilleur qu'il puisse être, parce que quand j'ai démarré le groupe il n'était pas vieux. Moi, j'ai démarré en 2005. On était 18. On est 201 depuis hier. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment une évolution avec surtout, moi, je voulais... je travaillais chez Nestlé, vous le savez, c'était la qualité produit. Franchement, ça m'a marqué. J'ai beaucoup appris là-dessus, autant que dans une carrosserie ou dans un garage. Et ça, j'ai voulu le reproduire parce que c'était faisable. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on peut le faire. Et d'ailleurs, de toute façon, vous voyez, aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison. Parce qu'on ne l'aurait pas fait. Avec ce qui est tombé hier, on n'existait plus. Oui. Avec tous les sous-entendus que ça comporte d'ailleurs. On a mis la barre haute, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra pas nous le reprocher. Voilà. Et si on aura au moins... Alors, juste avant la vidéo qui clôturera cette table ronde, Patrick, peut-être le mot de la fin, assez brièvement, parce que
On a l'impression quand même que dans votre secteur, l'alignement des planètes, pour la première fois, il est là. Vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis de beaucoup de problématiques. On en a parlé tout au long de la journée, particulièrement sur la table ronde aussi précédente. Donc on a le sentiment que là, ça y est en tout cas. Alors je dis pas que ce sera l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça sera pas toujours facile, mais en revanche, on y va, quoi. Voilà, c'est si je peux dire effectivement le mot de la fin, ce qui nous peine le plus, c'est que le travail qu'on a mené, on a vraiment notre récompense. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme l'a montré Laurent, et vous allez le voir dans son film de son entreprise, et je vous ai dit tout à l'heure, c'est son concept, et il le dit lui-même quand il fait cette visite, qu'il n'a pas inventé le concept, il a industrialisé le concept, c'est tout. Donc, on est bien là, on a su faire, on a répondu, je le rappelle, parce que tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai un peu toussé avec notre ami de Valeo, on fait les 95, on est à 97, les 830 pièces, centres qui font de la pièce, on est à 97% de taux de recyclage. On est à 3% de déchets ultimes. C'est-à-dire que c'est une profession qui, aujourd'hui, n'a rien à envier et fait de l'automobile le produit de consommation le plus recyclé. Derrière, d'avoir tout ça, d'avoir tous ces alignements de planète, parce qu'effectivement, on protège la planète, tous ces curseurs sont là avec nous, et de voir cette mainmise et de ce revirement que veulent faire l'administration de confier à ces producteurs qui veulent boucler, on le voit avec la distribution automobile, on le voit, ils veulent tout boucler et d'avoir la main sur tout, parce qu'ils veulent aujourd'hui toucher toute l'économie automobile, que ce soit dans la distribution, dans la réparation et aussi dans le recyclage. Donc, d'où notre problème matière et pièces. Parce que si on le laisse, et ce qui a fait notre force, et aujourd'hui d'être présent, c'est cette agilité d'être des PME, d'avoir su rebondir, d'avoir su évoluer avec les évolutions réglementaires et d'être toujours présent. Donc maintenant, essayons de garder cette indépendance qui est la pérennité et véritablement l'efficacité de demain. Vous vouliez juste peut-être Oui, que je rajoute un petit mot sur le véhicule électrique, parce qu'on va... Le véhicule électrique, c'est l'exemple type aujourd'hui. Un centre VHU doit être capable de traiter tous les véhicules. Quand vous voyez la directive, elle est là aujourd'hui. Comment on fait pour traiter les véhicules électriques ? Aujourd'hui, il a fallu que nous-mêmes, on prenne nos responsabilités, qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute, qu'on regarde comment on pouvait faire. Et là, il a fallu qu'on fasse une démarche. Mobiliens, ça a sorti un budget. Et là, on est allé vers Ineris, vers le ministère de l'Environnement, pour travailler avec eux, pour vraiment établir une méthodologie de sécurité et tout pour ces véhicules. On avance, on aura un rapport qu'on va avoir sur la fin de l'année. Sujet prochain. Là. Sur la fin de l'année. Mais là, c'est pareil. On prend les devants, on s'en occupe. Et les batteries, il va falloir faire ce qu'on a à faire. Il y a des méthodes, il y a des choses. Et pareil, avant d'arriver au recyclage matière, il y a quand même plein d'exutoires qui sont possibles. Il y en a au moins 3-4 et il va falloir les utiliser, il va falloir les réparer. Voilà, c'est notre métier et ça sera main dans la main avec les réparateurs. Voilà, c'est à un moment donné, il faut juste qu'on existe là parce que sinon, une fois de plus, la boucle, c'est sûr, la boucle sera faite, mais elle sera très restreinte. Voilà, tous les producteurs prétendent que la batterie leur appartient. Je rappelle que dans le texte aussi de décret, il est bien précisé qu'un VHU, c'est un véhicule qui est composé de tous ces éléments, y compris la batterie de traction. Donc, c'est bien intégré dedans. Et comme là, juste pour compléter ce que vient de dire Laurent sur notre étude Ineris, c'est-à-dire que nous, on ne s'occupe pas de dire comment on va recycler les batteries, parce qu'aujourd'hui, on vous parle toujours que de recyclage de batterie. Sauf que je rappelle que la batterie, avant d'être au recyclage, elle est sur un véhicule. Et que donc, nous, l'obligation pour nous, c'est comment on va gérer la collecte des véhicules électriques, comment on va entreposer le stockage temporaire des véhicules électriques, comment on va mettre en sécurité les véhicules électriques, comment on va démonter les véhicules électriques et comment on va entreposer les batteries. Donc, c'est tout ça et c'est valorisation. Donc, on est bien, et c'est ça l'intérêt, c'est que j'espère plus tard, très rapidement, faire une présentation parce qu'on a demandé à Ineris de faire cette étude de toutes les problématiques, que ce soit de la collecte jusqu'au démontage des batteries. Donc voilà. Et là, on va être pour la première fois, vous allez avoir un rapport précis
sur les obligations qu'il va y avoir pour traiter les véhicules électriques. Et vous posez la question des pouvoirs publics. Je pense qu'hier, ils ont été très, très sensibles, puisque ce poste, ils sont restés un moment. Il m'a fallu les tirer pour les amener ailleurs, mais c'est vrai que ça les a intrigués, puisqu'on a déjà ce poste qui fonctionne, de traitement de véhicules électriques. Et ils ont vu qu'on était capable, et que, bon, voilà, la personne que j'ai interrogée était allée à Flains, et à Flains, pour l'instant, elle n'a pas vu grand-chose. Non, mais ça va venir, puis il faut aller à Séville, surtout il fait plus chaud. Donc voilà, et Serra est trop jeune pour dire ça, mais moi je vais regarder la régie et je vais dire Magnéto Serge. On a démarré tout petit, auto, on est au 3e agrandissement. En 2019, on a créé l'usine de motos, qui est d'ailleurs unique en Europe aujourd'hui. Et puis est venu Surplus Industrie pour se diversifier dans tout ce qui est produits agricoles, poids lourds, BTP, loisirs. Et on a créé aussi notre centre de reconditionnement pour donner une seconde vie à ces véhicules grâce à la pièce de réemploi, à la main-d'œuvre moins chère et à tout l'outillage, les nouveaux process qu'on a mis qui nous permettent de pouvoir sauver carrément plus de 10 à 15% de nos véhicules aujourd'hui. Et après, effectivement, il y a la matière première. On fait un pré-tri, on travaille vraiment avec des filières spécialisées, qu'on est sûr qu'elles vont aller au bout de la valorisation du produit. C'est un des plus vieux métiers du monde. Il a fallu se réadapter, mais on n'a rien réinventé. Ce qu'il y a, c'est qu'on le fait avec les outils d'aujourd'hui, avec le besoin d'aujourd'hui, et on s'aperçoit que le besoin d'aujourd'hui, il devient énorme. Et il faut protéger cette planète. Il y a un fil conducteur sur la qualité et l'organisation. Après, on a cet ADN de dire, à un moment donné, il faut aller tout le temps aller chercher devant, il faut tout le temps aller chercher les process, regarder ce qui existe autour de nous, comment on peut l'adapter à notre métier. Là, aujourd'hui, le convoyeur qu'on a, c'est quelque chose qui, moi, j'avais fonctionné dans des abattoirs et qu'on a vraiment adapté. Le trastocker qu'on a mis sur moto, j'avais vu ça dans un labo pharmacie et ça fonctionne chez nous. Mais il a fallu adapter, ça a été des mois et des mois de travail. On sent que c'est parti, il y a une appétence et les clients, les particuliers demandent même à leur garagiste est-ce qu'on ne pourrait pas mettre de la pièce de réemploi. Donc on sent que voilà, ça c'est un nouveau métier puisque quand on a commencé nos ventes, on était quasiment à 100% avec du particulier. Aujourd'hui, on est à plus de 50% de professionnels et on n'a pas perdu nos clients particuliers, au contraire. La création de ce genre de truc, vous ne le trouvez pas dans le livre. Donc c'est avec les gens, en discutant, avec des chefs d'atelier, des mécanos, des magasiniers, en recueillant toutes les idées des uns et des autres, en mettant tout ça dans une cocotte minute pour faire reprendre tout ça et à un moment faire une bonne recette qui nous a permis de construire ce qu'on a construit aujourd'hui. Je crois qu'on va conclure sur des applaudissements pour vous deux, mais surtout pour vous, Monsieur Eraille.